Il y a, pour une part, un mythe de l'idée de nation quand on la confronte à celle de peuple, et ce mythe se répand dangereusement dans l'idéologie actuelle sous la forme de la revendication d'une souveraineté, d'un souverainisme en l'occurrence exalté, qu'on trouve à l'extrême droite avec Philippe de Villiers, rejoint curieusement par un ancien gauchiste, Michel Onfray, avec sa nouvelle revue, Front populaire. Elle comporte bien des ambiguïtés et bien des mystifications, cette idée de nation. D'abord, l'idée de nation, il faut l'admettre, est bien une manière de désigner le peuple et de prétendre le défendre, mais au prix d'une restriction terrible. Autant l'idée de peuple est une catégorie générique qui peut valoir pour tous les peuples du monde, autant celle de nation consiste à isoler un peuple particulier en lui attribuant des déterminations socio-historiques ou culturelles qui marquent sa singularité empirique et qui la posent en l'opposant souvent à celle des autres. Un territoire, une langue, une histoire, une culture, des mœurs, voire une organisation politique. C'est bien un nous, nous autres les Français, nous autres les Allemands, etc. Mais ce nous se distingue des autres nous, précisément, sur la base d'intérêts économiques ou territoriaux qui les vouent souvent à la concurrence, voire à l'affrontement, comme l'histoire nous en a offert un triste témoignage, et ce, malgré les traités dits internationaux, avec un tiré. On prétend qu'ils sont internationaux, ce qui n'est pas tout à fait le cas, et sur lesquels je reviendrai. Le monde actuel, dont on aurait pu croire qu'il irait en sens inverse depuis la deuxième moitié du XXe siècle, nous en présente, hélas, une image persistante, quoique renouvelée, depuis la chute du mur de Berlin. En ce sens, la réalité des nations aura alimenté le nationalisme égoïste et belliqueux qui s'est retourné contre leurs peuples respectifs. Ensuite, il y a cette prétendue unité nationale du peuple que façonnerait cette notion. Les nationalistes s'y sont consacrés d'une manière mythique et déraisonnable en faisant une entité quasi substantielle. Les plus extrémistes, comme Edmund Burke après la Révolution française, d'emblée hostile à cette révolution populaire, d'ailleurs, que fut cette révolution, avec avant ses excès condamnables, l'a essentialisée, l'idée nation, en la faisant reposer sur une longue histoire avec toutes ses habitudes et ses préjugés. D'autres, comme Joseph de Maistre au XIXe siècle ou de Bonald, l'ont enracinée dans une tradition monarchique ancestrale et d'origine divine, refusant toute institution du peuple par lui-même, comme le voulait au contraire le contrat social de Rousseau. Cette essentialisation se retrouvera ensuite, un siècle plus tard, chez un penseur d'extrême droite comme Maurras, ou encore chez Barrès, malgré les talents de l'écrivain, bien entendu, dans la vision raciste du peuple allemand et de sa nation défendue par Hitler. Rappelons-nous, Deutschland über alles, dont on trouve des échos, figurez-vous, et je vous lis carrément, dans la philosophie de Heidegger, enfin, dans toutes les expériences fascistes du XXe siècle, qui mettaient en avant l'idée de nation, Espagne, Portugal, Italie, etc. L'universalité, donc, de la notion de peuple, malgré ses multiples incarnations, y est défaite sur la base de mythes idéologiques passéistes, oubliant que toute nation est une construction historique et que ce que l'histoire a fait, elle peut aussi le défaire. Mais il y a pire. Ce vernis idéologique aura eu pour effet, et tout autant, selon moi, pour but conscient, de masquer les fractures socio-économiques qui brisent l'unité fantasmée du peuple réel jusqu'à présent, à savoir sa division en classes antagonistes aux intérêts contradictoires du fait de l'exploitation d'une majorité par une minorité. C'est la leçon, à mon avis, ineffaçable, même si on peut aller au-delà, bien entendu, de Marx dans le manifeste du Parti communiste. Alors, je ne veux pas développer trop, mais je rappelle seulement la première phrase de ce texte qui est célèbre. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes. Il ne dit pas l'histoire des nations, des luttes des classes. Et les sociétés primitives en seront exclues ensuite, parce que
Engels apprendra ce qu'étaient les sociétés primitives, qui étaient des sociétés relativement sans classe. Ce qui veut dire que, pour nos sujets, que cette lutte structurelle a le primat explicatif, la lutte des classes, autant que réelle, sur les histoires nationales ou l'histoire purement politique et événementielle, que l'historiographie traditionnelle met en avant, mettant alors le peuple et ses intérêts hors jeu. Or, cette leçon a beau être désormais admise scientifiquement par la communauté des historiens sérieux, je ne les citerai pas, elle continue à être déniée par l'histoire sociale, par des penseurs libéraux à la mode, quelle que soit leur qualité par ailleurs, que je ne nie pas bien entendu. Je pense ici à Hayek, qui, dans Droit, législation et liberté, n'intègre guère le peuple, ainsi conçu, avec ses intérêts antagonistes dans sa conception de la société. Celle-ci, pour lui, est une somme d'individus autonomes. J'en profite pour vous dire que vous retrouvez ça dans la philosophie politique de Macron. Donc c'est une somme d'individus autonomes, dotés de libre initiative, oubliant alors les rapports sociaux qui le constituent et refusant, figurez-vous, de parler de classe et de propriété privée de l'économie. Se contentant d'affirmer qu'il y a des groupes, pas des classes, et une propriété, figurez-vous, plurielle. Non pas privée, mais plurielle. Tiens. Le peuple, dans sa réalité concrète et effective, marqué par les injustices, les inégalités et le malheur, il faut le dire, surtout aux États-Unis, a été évacué, et seule peut-être la référence à la nation américaine peut lui servir d'unité imaginaire par-delà les oppositions réelles de classe. À quoi, j'ajouterai, dans cette critique, cette dénégation du sort du peuple sur le capitalisme, donc, deux autres exemples assez différents, en changeant un peu dans l'espace politique. Celui de la philosophe politique Chantal Mouffe, que vous connaissez peut-être de réputation, qui entend dépasser les catégories du marxisme et leur substituer une vision, qu'il faut bien dire, populiste du peuple. Populiste. Les antagonismes liés à l'exploitation sont remplacés par une conflictualité multiple et mouvante, liée à de multiples causes, qui ne se réduisent surtout pas à l'économique, car il s'y ajoute les conflits de sexe, de genre, par exemple, qui animent les mouvements féministes ou encore les conflits raciaux, quitte à ce que cette exacerbation des conflits locaux prenne une formule ou une forme un peu caricaturale dans le féminisme gauchiste actuel, en tout cas de mon point de vue. Et tout autant, y mettre fin n'a pas de sens pour elle. On peut simplement améliorer la situation de ce peuple pluriel par des réformes, y compris au sein du capitalisme, j'y tiens à cette affirmation, voire sur la base du libéralisme politique, mais sans projet unificateur, comme on en trouve dans le projet communiste bien compris, au-delà de sa déformation absolue dans les pays de l'Est. Autre exemple, quitte à être provocateur. Le courant écologique, cette fois-ci, fait certains de ses représentants, en tout cas. La cause verte vise à résoudre la crise écologique dramatique que nous traversons et qui touche, elle, tout le monde. Donc, tout le peuple, indépendamment de sa différenciation en classes. Et cette cause verte, d'après Chantal Mouffe, pourrait triompher dans le cadre du capitalisme. Dans le cadre du capitalisme. Et tout autant, sa défense serait prioritaire par rapport à la défense classique des intérêts socio-économiques du peuple exploité ou encore par rapport à la lutte contre son aliénation, qui a été le concept ne figure pas chez elle. C'est bien entendu, chez les écologistes en général d'ailleurs, pas seulement chez Chantal Mouffe, c'est bien entendu, et une nouvelle fois au nom d'une lutte unificatrice, globale mais un peu évaporée, qui gomme les contradictions au sein du peuple, occulter ce que le capitalisme inflige à ce peuple et sa causalité propre qui est immense dans la crise que les Verts veulent combattre. Mais ils oublient que pour être vert véritablement, à mon avis, il faut être rouge. Green is red. Mais, troisième point, le paradoxe est que cette montée du nationalisme, un peu partout aujourd'hui, j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais pensons aussi à la Hongrie,
à la Pologne et à la Russie, bien entendu, sans compter les USA de Trump. Les USA de Trump, vantés, j'en profite pour vous le dire, par Welbeck, malgré son talent, dans les termes absolument ignobles. Eh bien, cette montée du nationalisme pourrait faire penser à une remontée, alors attendez, louable, de la prise en compte à ce moment-là des identités nationales, avec leur richesse culturelle propre, qu'un universalisme abstrait pourrait avoir tendance à oublier. Or, c'est là une erreur, ou plutôt une illusion, qui masque bien autre chose. Quoi ? La dite promotion de l'intérêt national au nom de celui du peuple cache en réalité la réalité d'un capitalisme, alors attention au terme, transnational, et non pas international avec un tiret à nouveau, qui domine le monde par-delà les nations, fût-ce à l'abri ou sous couvert de traités internationaux ou nationaux, y compris en Europe d'ailleurs, qui infiltrent la réalité des nations et qui y trouvent des relais économiques implacables, donc y compris dans l'Union européenne, qui en est, pour moi, excusez-moi la formule, un cache-sexe. Un cache-sexe. C'est pourquoi on assiste, et paradoxalement, ou contradictoirement, avec tout ce que j'ai écrit et critiqué jusqu'à présent, on insiste alors là à un retour positif de l'idée de nation, cette fois-ci, vous voyez, par opposition au mouvement qui les détruit, cette fois-ci dans l'intérêt évident des peuples et sans le boulet mortifère du nationalisme. Une partie de la gauche intellectuelle et politique a pris conscience, figurez-vous, des effets négatifs de la mondialisation, je préfère ce terme à globalisation qui est un peu vague, de l'économie et des échanges. Pour les peuples d'abord des pays concernés, les délocalisations d'entreprises ou d'emplois vers des pays moins développés où le coût du travail est moindre a pour effet de produire du chômage dans les pays d'origine. Et leur objectif, il faut le savoir, n'est pas d'aider généreusement, disons, ces pays à se développer, comme dans le cadre du co-développement pour lequel je suis, mais d'y faire du profit supplémentaire, quitte à y transporter des conditions de travail déplorables ou moins protégées par le droit syndical, c'est évident. La multiplication, voyez-vous, des échanges commerciaux avec des pays lointains, elle, à la fois, détruit le travail agricole, par exemple, dans nos pays, abîme la qualité de la production et donc de la consommation, et tout autant, sinon surtout, se traduit par une dépense d'énergie redoutable, aviation, transport routier, qui est en train de produire des effets catastrophiques sur notre planète et qui sont au cœur de la crise écologique que nous connaissons, mortelle à terme pour l'humanité tout entière, donc pour tous les peuples, je vous le dis, à destination non pas de vous ni de vos enfants, mais de vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants, si vous voulez. Et pensez, quand vous circulez en voiture sur les routes et les autoroutes, à la quantité énorme de camions que l'on voit qui dépensent une énergie considérable, si vous voulez, et pensez quel besoin avons-nous d'aller chercher des tomates en Argentine alors qu'on peut les cultiver en France tout aussi bien. Bon, voilà. Mais c'est la réalité des nations aussi, figurez-vous, qui est aussi en péril. Et je vais terminer par là. Car il y a un véritable problème anthropologique, à mon avis, pour reprendre à ma manière une expression du philosophe Marcel Ducincef, qui est décédé il y a un an ou deux, que les critiques que j'ai pu faire de l'idée de nation ne doivent pas nous faire négliger du tout. La critique ne doit pas nous faire oublier la réalité, car les choses sont compliquées et parfois ambivalentes, ou si vous préférez, bifaces. Car une nation, même enracinée dans l'histoire, ou plutôt parce que enracinée dans l'histoire, est dotée d'un poids fort sur les hommes, qui en fait une communauté d'appartenance, figurez-vous, liée à une identité collective commune. C'est là une conséquence directe de l'anthropologie matérialiste et historique de Marx, l'homme étant largement un produit de l'histoire. Du coup, il y a des formes, tout simplement, et on est là en pleine anthropologie, il y a des formes singulières d'individualité historique présentes dans des peuples singuliers, au sein de peuples-nations qui ont une identité propre, qu'on peut dire aussi culturelle, au sens large du terme. Or, sans renoncer à l'idée de progrès dans ce domaine,
ni à l'ambition d'universalité qui est mise à mal actuellement par ce que j'appellerais un gauchisme culturel, dont je ne partage pas du tout la valorisation acritique des différences. Eh bien, on ne saurait pour autant faire fi des richesses propres, non seulement aux différentes cultures, mais aux différentes nations passées au présent, même si on n'en partage pas toutes les valeurs. Il suffit de penser ici aux acquis scientifico-techniques, aux langues, parfois aux mœurs, et surtout aux diverses formes d'art et de culture, au sens étroit du terme cette fois-ci, qui les caractérisent encore et qui font partie du patrimoine de l'humanité, donc des peuples dans leur ensemble. Or, c'est là que les choses se gâtent aujourd'hui. La mondialisation capitaliste est en train de détruire peu à peu cette richesse. Au nom d'un modèle de vie unique lié à la consommation matérielle des marchandises que le capitalisme produit et impose au peuple à travers un conditionnement publicitaire ahurissant venu des États-Unis et qui m'insupporte à titre personnel quand je me balade dans une rue d'une ville quelconque ou quand j'ouvre aujourd'hui les journaux, si vous voulez, tout simplement, y compris le journal Le Monde et spécialement le supplément du week-end. C'est donc à une nouvelle, non pas simplement société, vous voyez, mais à une nouvelle civilisation transnationale que nous avons de plus à faire, celle que Jean-François Revel, verrez-vous, il y a déjà très longtemps, avait dénoncée comme étant celle de Coca-Cola et de Jésus. Coca-Cola et Jésus. Il nous faut donc renverser la donne, redonner à la nation, au sens politique, voyez, et identitaire, une forme d'identité qui passe par une relocalisation des économies et une souveraineté relative des nations, ce que pas mal d'hommes politiques actuellement sont en train de prendre comme chemin politique, pour combattre l'extrême droite d'ailleurs, parce que ça serait sous une autre forme. Et tout cela au bénéfice du peuple, c'est-à-dire au bénéfice des peuples. Bon, je termine. C'est pourquoi, figurez-vous, que je ne suivrai pas Marx, pour une fois, sur un point, quand il dit que les prolétaires n'ont pas de patrie, ou, si l'on préfère, de nation. Si, ils en ont, pas seulement les prolétaires, ils en ont une, même s'ils n'en bénéficient pas au même titre que les dominants qui les exploitent. L'internationalisme qui est souhaitable, donc avec un tiré, bien entendu, doit s'entendre au sens que lui donnait Jaurès, Jean Jaurès, qui était un grand bonhomme qui associait morale et politique, singularité et universalité. Une entente entre les nations qui les respectent et profitent à leurs peuples respectifs à tout point de vue. Merci.